Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre parce que aujourd'hui, c'est une vidéo annexe de la dernière revue d'actualité où on va parler des prévisions ou disons des scénarios prospectifs que j'avais élaborés dans le cadre de mon petit bouquin Voir Macron. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas de ces scénarios, de la façon dont c'était construit, ou pour ceux carrément qui n'auraient pas lu le bouquin, mais je suis sûr que vous l'avez tous lu, ce chef-d'œuvre impérissable, n'est-ce pas? De quoi il s'agissait donc, Voir Macron, c'était un bouquin qui essayait d'anticiper ce que pouvait être un peu le quinquennat d'Emmanuel Macron, avec l'idée derrière que le pauvre, il allait essentiellement subir, qu'un président de la République française aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose, mais que c'était quand même intéressant de se demander quels étaient les types de contextes dans lesquels il pouvait évoluer, parce que c'était en fonction du type de contexte qu'on pourrait décoder son comportement. C'est-à-dire que pour voir Macron, il fallait d'abord être capable quand même de cartographier le contexte à l'intérieur duquel il évoluait. Donc j'avais identifié trois incertitudes principales qui allaient structurer les contextes possibles. Alors là, c'est un truc qui a été fait en juin 2017. Alors, juin-juillet 2017, c'est à ce moment-là que j'ai construit cette réflexion. Donc, le resserrement monétaire, c'était la première incertitude. Est-ce qu'il allait être sec ou est-ce qu'au contraire, on allait continuer à laisser flotter les rubans en matière de politique monétaire? Le devenir de la zone euro. Est-ce que, en particulier, les élections italiennes allaient accoucher d'un gouvernement difficilement eurocompatible ou pas? À l'époque, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et puis, est-ce qu'il y aurait ou pas des conflits entre grandes puissances, et si oui, de quelle intensité? Et en particulier, est-ce que ça allait vraiment chauffer en Europe de l'Est entre la Russie et l'OTAN autour de la question de la Lettonie ou celle de l'Ukraine? Est-ce que ça allait chauffer plus ou moins violemment au Moyen-Orient? Bon, ça que ça allait chauffer, c'était sûr, mais on ne pouvait pas connaître la température. Est-ce qu'on allait avoir une accélération des phénomènes migratoires ou pas, en particulier en cas de catastrophe climatique, par exemple? Et d'autre part, bien sûr, parce un bouquin de prospective est pas fini tant qu'on n'a pas mis cette possibilité. Est-ce qu'on allait avoir la troisième guerre mondiale? Voilà. Donc c'était un peu l'esprit général. Donc ces trois incertitudes définissaient des types de contextes. Ça définissait pas des contextes précis, mais des types de contextes. En fait, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Si le resserrement monétaire est sec, la récession mondiale prévisible à l'horizon 2020 va être très violente et peut dégénérer, vu la situation en particulier du système monétaire international, en super catastrophe, en 1929 au carré, quoi. Si au contraire le resserrement monétaire est très prudent, les banques centrales disent oui, non mais on avait dit qu'on allait remonter les taux, mais en fait pas tant que ça, il y aura une récession, mais elle sera beaucoup plus soft. Donc déjà, ça détermine est-ce qu'on est dans un contexte hard ou dans un contexte soft. Alors la dernière fois que j'avais actualisé, c'était en décembre 2018, et à l'époque, le resserrement monétaire semblait, toujours rester prudent comme hypothèse principale, 70%, mais enfin, il y avait des velléités vraiment de la Fédérale Réserve de serrer la vis. Donc j'avais remonté la possibilité d'un resserrement monétaire brutal à 30%, et là, crac, boum, kaboum, la Fed a canné, la Banque Centrale Européenne a d'ores et déjà annoncé que ça allait continuer à être la fête. Argent gratuit pour tout le monde. Alors, est-ce que maintenant, ça c'est Draghi qui a dit ça, on ne sait pas ce qui va se passer quand il sera plus là, mais pour l'instant c'est l'ambiance. Donc visiblement, le resserrement monétaire, il risque d'être très très prudent, voire peut-être même il n'y aura pas de resserrement monétaire du tout. Donc ça veut dire qu'on est a priori dans un contexte où la planète finance n'est pas purgée, les conneries continuent, ce qui à long terme va rendre la catastrophe encore plus énorme. Mais ça veut dire que les oligarchies européennes et américaines, qui se coordonnent probablement assez bien dans cette affaire, s'organisent pour acheter encore quelques années. Donc ça veut dire que la récession de 2020, la probabilité est quand même assez forte pour qu'elle ne fasse pas péter tout le système. Après, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, à partir du moment où on a
des banques centrales qui sont déjà devenues des bad banks à 3 ou 4 000 milliards de dollars et qui peuvent après tout très bien décider de devenir des bad banks à 10 000 milliards de dollars, parce que quand on aime, on compte plus. Hein. Bon, bah pourquoi pas, ça peut encore durer quelques années. Donc c'est une note de contexte. Je remonte la probabilité d'un resserrement monétaire prudent à 90%. C'est presque acquis. Bon, le devenir de la zone euro, en décembre 18, j'en étais à 80-20 en faveur de l'explosion ou de la refonte fondamentale, je change pas mon pronostic. Là, l'Italie est en train manifestement de commencer à se préparer à introduire une monnaie parallèle à l'euro. Bon, les modalités techniques sont pas encore connues. Pour l'instant, c'est encore un simple projet. On ne sait pas si ça va se faire, mais c'est dans les cartons. En même temps, pour reprendre une formule bien connue, on a appris récemment aussi que l'Union européenne et la Russie commençaient à travailler à un système de paiement dans leur propre monnaie pour échapper au dollar, comme les Russes l'ont déjà fait avec les Chinois. Donc on s'acheminerait vers un maintien de la zone euro avec l'euro comme monnaie commune, mais une remise en cause de son statut de monnaie de facto unique. Alors on va me dire que c'est pas vraiment une monnaie unique, c'est un currency board de monnaie homonyme. Oui et non, du point de vue des utilisateurs, concrètement c'est une monnaie unique parce que pour l'instant vous pouvez payer vos impôts dans cette monnaie-là. On va peut-être le remettre en cause ce statut, donc je garde le 80-20, ça me paraît très probable en tout cas qu'il se passe quelque chose dans la zone euro d'ici à 2022. Après, peut-être je vais être démenti par les faits, peut-être que c'est les 20% qui vont s'avérer être justes. Mais franchement, ouais, l'euro tel qu'on l'a connu là depuis une vingtaine d'années quasiment, je pense que il est quand même bien faisandé maintenant. Mais je crois pas nécessairement pour autant qu'on va revenir aux monnaies nationales. Attention, j'ai pas dit ça. On va voir. Je pense que la zone va évoluer, que peut-être les gens le verront même pas, mais la nature même de l'euro risque de changer dans les années qui viennent. 80. Conflit entre grandes puissances. Alors, malheureusement, je pense que la probabilité de conflit augmente. Je pense qu'elle augmente parce que il se passe plein de trucs qui me font passer des petits frissons d'excitation dans le dos. Par exemple, des pétroliers qui se font attaquer, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, à proximité du détroit d'Ormuz. Iran, Venezuela, ça sent la poudre, hein, je veux dire. Donc, ouais, on va dire, allez, 30% de chance pour que ça dégénère en guerre, mais en vrai, quoi. Alors pas forcément la Troisième Guerre mondiale, hein, on se calme, hein, calme-toi. Ne cours pas vers ton bunker secret que t'as creusé à 50 mètres de profondeur avec 50 ans de réserve de bouffe dedans, c'est pas la peine. De toute façon, t'auras pas le temps d'arriver au bunker, tu seras vitrifié avant si ça doit péter. Donc reste cool, simplement, ça risque de chauffer, quoi. Voilà. Donc, en termes de probabilité, les différents scénarios. Donc, la mort douce. Alors la mort douce, c'est le scénario qui, a priori, il y a 2 ans, me paraissait le plus probable. Et en fait, c'était la combinaison, si vous voulez, d'un resserrement monétaire prudent, d'une zone euro maintenue et de la paix, une paix très froide éventuellement, mais une paix quand même, entre grandes puissances. C'était le scénario le plus probable, je lui donnais 43% de chance de survenue. C'était un scénario assez cool pour notre glorieux grand leader charismatique Emmanuel Macron, puisque effectivement, dans un monde comme ça, il a les moyens de piloter tranquillement la fin de la dilution de la France. Alors cette probabilité diminue, aujourd'hui elle est retombée à 13% en fait. Elle est retombée à 13%, pourquoi ? Eh bien parce que certes, l'ampleur du resserrement monétaire va être faible, mais d'une part, la zone euro est en train de partir en vrille, et ça veut dire que M. Macron aura peut-être à gérer une situation assez compliquée, parce que si l'Italie, par exemple, se met à introduire une monnaie parallèle, il va y avoir pas mal de gens en France qui vont lui dire « Ah non, mais si les Italiens, ils ont le droit, pourquoi pas nous, quoi ?» Bon. Et puis, d'autre part, les conflits deviennent quand même de plus en plus violents. Notre grand leader charismatique a une
politiques d'ajustement tous azimuts qui commencent à ressembler au grand écart systématique, il y a eu un moment où il est quand même allé assez loin dans l'hostilité envers Donald Trump. Visiblement, il se calme un peu actuellement parce qu'il a dû se rendre compte qu'il avait tout simplement pas les moyens. Il a essayé de jouer sur la situation pour obtenir certaines concessions des Allemands qui en gros l'ont envoyé paître. Ouais, la mort douce à proprement parler, que 13% de chance. Le scénario qui est en train de percer par contre, c'est vraiment Euro 2.0. Donc Euro 2.0, c'est un resserrement monétaire prudent. Donc les autorités gèrent dans la durée. Il n'y a pas de grande catastrophe économique. Mais la zone euro explose. Ou elle est refondue fondamentalement. Et bon, l'un dans l'autre, il n'y a pas de conflit majeur. Ça donne Euro 2.0. J'ai l'impression que c'est le type de contexte dans lequel Macron va accomplir sa deuxième moitié de quinquennat, en fait. Alors, dans Voir Macron, j'avais imaginé effectivement que ça déboucherait, qu'un des scénarios possibles, c'était l'introduction de monnaie parallèle à l'euro. Un système de bimonétaire. Bon, on verra si ça va se faire, mais c'est pas exclu. En tout cas, dans certains pays de la zone euro. C'est un contexte qui est relativement favorable à Emmanuel Macron, mais moins que la mort douce. C'est un contexte où il va falloir qu'il soit très habile et qu'il louvoie très subtilement, avec beaucoup de souplesse. Mais l'animal est redoutable, hein, il en est capable. Alors, la grande spoliation et le printemps italien. Donc ça, c'était les scénarios qui supposaient un resserrement monétaire brutal et malgré tout une situation où il n'y avait pas de conflit majeur entre grandes puissances. Donc en gros, c'était des scénarios où l'affrontement devenait direct et violent entre le 1% du haut de la structure sociale, bien décidé à écraser la classe moyenne définitivement, où ce 1% gagnait et ça donnait la grande spoliation, c'est-à-dire un système assez autoritaire, d'écrasement de la classe moyenne politiquement et économiquement, ou le printemps italien, c'est-à-dire au contraire la révolte de la classe moyenne des pays riches, ou en tout cas de la population des pays riches au sens large, et une situation, un monde très dangereux avec potentiellement des secousses violentes, mais aussi très exaltants, avec la réinvention vraiment d'une nouvelle démocratie. À partir du moment où il y a quelques mois, les Italiens ont semblé finalement canner en grande partie devant la Commission européenne, moi je pense que la probabilité du printemps italien a quand même pas mal baissé. Après, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que très clairement, la question de la souveraineté va vraiment être posée maintenant. Est-ce que en Italie, c'est le peuple italien qui est souverain, ou est-ce que c'est la Commission européenne? C'est le deuxième pays en Europe où la question se pose. Elle s'est déjà posée en Grèce il y a quelques années. Mais bon, des Grecs, je crois qu'il y en a 12 millions. Les Italiens, il y en a 60 millions. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Et puis, c'est pas non plus le même rayonnement géostratégique. Et puis, voilà. Donc, quand la question s'est posée, Tsipras est allé à Moscou. Et moi, mon avis, c'est qu'en gros, il a dit à Poutine, si j'envoie paître Bruxelles, est-ce que tu me files les sous pour que je relance mon pays? Et Poutine lui a probablement dit, écoute, t'es gentil, mais t'es trop cher pour ce que tu vaux, quoi. Alors que si les Italiens vont trouver éventuellement Poutine en lui disant, bon là, il y en a marre, est-ce que tu vas nous filer un petit coup de main? Ils sont moins chers, ils sont plus intéressants. Les Russes ont déjà réussi à sortir la Turquie de l'alliance américaine. Si, dans un contexte très difficile, ils parvenaient en gros à renforcer leur influence en Europe à travers un accord avec l'Italie, qui est dans les routes de la soie maintenant également, donc il y a les Chinois derrière. La commission de Bruxelles, elle pèse plus très lourd dans cette histoire. Donc, bon, si on a un resserrement monétaire brutal et un face-à-face direct entre les peuples et les oligarchies, je pense quand même que le scénario du printemps italien est plus probable que celui de la grande spoliation. Mais ça reste assez peu probable dans la mesure où
les oligarchies se sont donné les moyens de gérer les choses en ne faisant pas de resserrement monétaire brutal. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'ils font pas de resserrement monétaire brutal. C'est parce qu'ils savent que s'ils le font, ils vont vraiment déclencher la guerre de classe ouverte et ils risquent de la perdre. Alors qu'évidemment, s'ils attendent 10 ans de plus, 2-3 vagues de migrants en plus, des populations encore plus déstructurées, encore plus de possibilités de jouer les gens les uns contre les autres, là ça deviendra peut-être jouable. Disons que ce ne serait pas absurde que ce soit le calcul, n'est-ce pas? Alors après, on attaque les scénarios guerriers. Donc on avait mourir pour Riga et le dérapage incontrôlé. Alors mourir pour Riga, c'était le resserrement monétaire prudent, le maintien de la zone euro et la guerre. Le dérapage incontrôlé, c'était le resserrement monétaire prudent, mais explosion de la zone euro, ou disons refonte fondamentale, et une guerre. Bon, là, j'ai tendance à penser que, avec une Europe qui est un petit peu en train de partir en vrille, effectivement, la dislocation géopolitique mondiale va s'accélérer. D'autant plus que les États-Unis me paraissent eux-mêmes de moins en moins capables, en réalité, de la freiner. La probabilité d'un affrontement en Europe a tendance à baisser parce que, avec une zone euro fragilisée, les Allemands n'ont pas franchement les moyens d'être très agressifs. Ils vont avoir beaucoup besoin des Russes. Bon, un scénario type mourir pour Riga, j'y crois pas trop, franchement. Par contre, un dérapage incontrôlé, ça me paraît très très possible, parce que cette dislocation géopolitique générale, à laquelle la dislocation de certains ensembles économiques risque de se mêler, en particulier l'Union européenne, peut déclencher des choses. Ça fait, si vous voulez, ça fait trop d'acteurs qui ont trop de choix possibles pour que qui que ce soit puisse vraiment déployer une stratégie de contrôle tous azimuts, quoi. Je veux dire, ça peut partir en vrille à tout moment, un peu n'importe où. Donc je pense qu'il y a une probabilité malheureusement assez importante maintenant pour un scénario de dérapage incontrôlé. Bon, ça, il y a plein de détails. L'avenir est imprévisible, si vous voulez, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que même à supposer qu'on puisse tous les modéliser un par un précisément, leur combinaison et les effets de seuil liés à leur combinaison font qu'il n'y a aucun système d'information, aucun système de modélisation même qui permet de se représenter ça. On ne sait pas. Mais ce sont des tendances générales, si vous voulez. C'est-à-dire que la probabilité pour ce type de scénario, malheureusement, me paraît de plus en plus forte. Ça n'arrête pas de monter sur ces 2 dernières années. Bon, quant au dernier scénario qui était un petit peu là pour se faire plaisir, c'est-à-dire les vrais scénarios apocalyptiques, la découverte de l'Europe, c'est-à-dire le gigantesque rush migratoire, c'est pas pour maintenant. Il y a un indicateur, moi, que je surveille de près, c'est les récoltes, les stocks de céréales. Apparemment, aux dernières nouvelles, les récoltes 2019 devraient être plutôt bonnes. Donc, si vous voulez, les stocks de céréales ne vont pas continuer à descendre, les stocks de céréales par habitant. Les stocks de céréales mondiaux montent, mais les stocks de céréales par habitant ont tendance à descendre. Ils vont probablement pas descendre ou descendre très peu. On n'atteint pas le point de rupture. Donc les scénarios type découverte de l'Europe me paraissent assez peu probables dans les années qui viennent. Bon, quant à la Troisième Guerre mondiale, bon là, sa probabilité diminue fortement parce que mon opinion est qu'elle n'est pensable, possible, qu'en cas de krach économique mondial vraiment très très violent, et ça suppose un resserrement monétaire brutal. Si le resserrement monétaire est très prudent, ça diminue fortement la probabilité pour que les grandes puissances règlent leurs comptes directement. Donc, vous voyez comment, sur ces derniers mois, sur ces 2 dernières années, j'ai fait évoluer les probabilités. Ce petit exercice, encore une fois, n'a aucune valeur prédictive. Je ne lui en donne aucune. C'est-à-dire que ne venez pas me dire que je me trompe en prédisant l'avenir. Je ne prédis jamais l'avenir. Jamais. C'est simplement une occasion de réfléchir
et de nous délivrer de la sensation d'absurdité créée par le chaos informationnel. Le fait d'insérer les informations dans une grille de lecture prospectiviste, à la limite, même si la grille est erronée, c'est pas très grave, parce que déjà, ça vous donne un point de départ à partir duquel réfléchir. Vous échappez à l'anomie, à nouveau, le monde devient pensable. Éventuellement par antithèse, si vous pensez que je me suis trompé, mais il devient pensable. C'est le but du jeu. La prochaine mise à jour, ça sera en décembre 2019. On verra si à ce moment-là, on peut répondre que oui, ça y est, on est rentré dans le scénario Euro 2.0. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, pour la prochaine vidéo, on va se faire un petit plaisir. J'avais pas prévu de le faire, mais là, en ce moment, je lis plein de bouquins qui traitent du problème des générations, parce que je suis en train d'écrire un livre qui traite de ce problème-là. Et du coup, j'ai lu le dernier bouquin de Bret Easton Ellis, White, et je vais faire une petite note de lecture dessus, déjà parce que j'aime bien Bret Easton Ellis. C'est en plus l'occasion d'expliquer aux petits gars qui sont sur ma chaîne et qui n'appartiennent pas à ma génération de vieux croulants déjà presque, l'esprit qui est derrière Bret Easton Ellis, parce que j'ai discuté récemment avec un mec qui est un jeune mec qui a moins de 30 ans et qui a lu White et qui me disait qu'il avait pas compris. Et c'est normal parce que c'est un bouquin, il y a énormément de références dedans, il y a énormément de choses, si vous voulez, qui ne s'éclairent vraiment que quand on a vécu les années 80-90. Donc je vais faire cette petite note de lecture, ça sera l'occasion de s'amuser avec un des auteurs, pour lesquels j'ai une petite tendresse. Je dirais pas que c'est un grand livre qui révolutionne notre vision du monde, mais c'est bien écrit et c'est le point de vue d'un honnête homme. Donc allez, c'est décidé, la prochaine note de lecture, ce sera White de Bret Easton Ellis. Et en attendant, je vous dis à bientôt.